Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de prendre le rendez-vous. L'actualité dans les colonnes des journaux parus à Cotonou cette semaine reste dominée par le balai des ministres du gouvernement au Parlement. Chaque ministre doit passer pour défendre son budget pour l'exercice de l'État dans son département en 2024. Abdoulaye Biotchade, en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Jean-Michel Abimbola de la culture, Olusegun Bakari des affaires étrangères et bien d'autres ministres ont planché devant la commission budgétaire du Parlement pour défendre l'argent qui leur est destiné pour l'année prochaine, fait savoir Fraternité. Baptême du feu réussi pour Olusegun Bakari, titre en manchette le quotidien La Nation. Ce premier passage devant la commission budgétaire est donc un exercice amplement réussi pour le ministre des Affaires étrangères qui a convaincu la représentation nationale de la pertinence des projets inscrits au budget de son ministère, même si au-delà des questions budgétaires, nous apprend La Nation, les députés ont également voulu savoir les mesures et les actions mises en œuvre par le gouvernement pour résoudre les différentes crises auxquelles fait face le Bénin dans la sous-région. Ce n'est qu'après cette étape du passage des ministres et les autres institutions de la République que les députés pourront procéder au vote du budget de l'État exercice 2024. Au volet animation de la vie politique nationale au Bénin, l'opposition tente de s'unifier, signale le matinal. Le journal met en lumière l'activisme apparent de Boni Yayi depuis son élection à la présidence du parti Les Démocrates. Il tente de définir avec les autres partis de l'opposition des stratégies d'une opposition beaucoup plus structurée. Dans une nouvelle publication sur sa page Facebook, dans le matinal nous fait l'écho, Boni Yayi appelle à, je cite, rallier toutes les forces politiques de l'opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de la restauration de la démocratie. Et c'est bien pour cela que le président du parti, les démocrates, a adressé une demande d'audience au parti se réclamant de l'opposition dont la FCBE. Mais en attendant de savoir si l'opposition va réussir à s'unir, c'est la CEDEAO qui se préoccupe des élections générales de 2026. Ses représentants sont entonés pour rencontrer les acteurs politiques béninois. Bénin Intelligent nous apprend que la délégation de l'institution sous-régionale, avec à sa tête son représentant résident au Bénin, Dieng Amadou, a rencontré le parti politique Union Progressiste, le Renouveau. Il a également rencontré Boni Yayi pour discuter de la marche à suivre pour une élection générale apaisée en 2026. Mais après 2026, que sera le Bénin d'ici 2060? Jeudi 23 novembre 2023, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchade, a procédé au Palais des Congrès de Cotonou au lancement des études nationales de perspective à long terme Vision Bénin 2060 à en croire Matin Libre. Selon le journal, calqué sur le modèle Bénin Alafia 2025, la Vision Bénin 2060 se veut un instrument de vision prospective sur le développement du Bénin à l'horizon 2060, année où le Bénin va célébrer les 100 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Il s'agira d'identifier les défis et enjeux présents et futurs du Bénin à partir des aspirations des populations, analyser les évolutions possibles du Bénin, définir ensemble le Bénin que les Béninois souhaitent avoir en 2060. Objectif de cette initiative, c'est de doter le pays d'une vision sans laquelle rien ne pourra être fait. À la une aussi, la campagne contre le paludisme en Afrique après une nouvelle tenue. Paludisme, la vaccination à grande échelle en Afrique va bientôt commencer, affirme l'Alliance du vaccin relève le monde Afrique. Plus de 300 000 doses du vaccin RTS-S sont arrivées au Cameroun. Le Cameroun est le premier pays africain à recevoir le vaccin après la phase pilote qui s'est déroulée au Ghana, au Kenya et au Malawi, souligne RFI. Les vaccinations commenceront le mois prochain ou au début de l'année prochaine, selon un responsable de la santé qui a parlé à Reuters, rapporte TRT Africa, ce qui pourrait être un tournant décisif dans notre combat contre le paludisme, a commenté dans un communiqué la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, comparant l'introduction du vaccin à l'entrée sur le terrain du meilleur joueur. Le Burkina Faso, le Libéria, le Niger et la Sierra Leone devraient recevoir 1,7 million de doses du vaccin RTS-S dans les semaines qui viennent. D'autres pays africains devraient également en recevoir dans les mois à venir, rappelle Africa News. Il faut dire que l'utilisation de ce vaccin RTS-S, qui a été récemment validé par l'OMS, va sauver des millions d'enfants de cette maladie en Afrique et on ne peut que s'en réjouir. En attendant l'arrivée des vaccins au Tchad, on parle d'abord de réconciliation. L'un des principaux opposants au régime militaire au Tchad, Sucé Masra, prône ce 19 novembre la réconciliation avec le pouvoir à un mois d'un référendum constitutionnel. Sucé Masra, président du parti Les Transformateurs, avait fui il y a un an. L'information trône
raconte sur le site de TV5 Monde Afrique. Cette semaine, l'opposant a rencontré le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, fils, afin de faire la paix. Rapprochement entre Mahamat Idriss Déby et Sucé Masra. Il était temps que les fils et filles du Tchad acceptent de se parler pour une transition apaisée afin que le pays puisse renouer avec la paix, mentionne le quotidien ouagalais Le Pays. Rentré des îles le 3 novembre, il a signé un accord de réconciliation avec le pouvoir du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Cet accord prévoit notamment une amnistie générale pour les responsables des événements du 20 octobre 2022. Une manifestation organisée par l'opposition pour dénoncer la transition avait fait des victimes en son temps. Comme les acteurs politiques tchadiens qui sont dans une attitude de paix et de dialogue, le Libéria aussi a surpris positivement le monde à travers les élections présidentielles passées. En effet, le président sortant ne réalisera pas le doublé. Il s'est fait dribbler par son opposant Joseph Boakai. Une défaite concédée avant même les résultats définitifs par l'ancien Ballon d'Or et sur laquelle la presse continue de voir dans son attitude des réminiscences de son esprit exemplaire de fair play footballistique. Le journal L'Observateur Palga souffle de soulagement, comme d'ailleurs Wakat Sera. George Weah a désamorcé la bombe sociale que bien des observateurs redoutaient, à savoir celle de violence post-électorale. Pas de violence donc pour cette troisième alternance pacifique, scénario d'un président candidat qui perd les élections, dans lequel le journal Aujourd'hui Faso voit la preuve que le scrutin peu ou prou s'est déroulé dans la transparence. Autant d'éléments poussant le titre burkinabé à décerner au Libéria un nouveau laurier de démocratie. L'Union africaine et la CEDEAO, comme les États-Unis, ont salué la grandeur d'esprit du seul Africain Ballon d'Or qui a reconnu sa défaite malgré le résultat très serré. Le nouveau président du Libéria, Joseph Boakai, a appelé, selon Le Monde Afrique, mercredi 22 novembre, à l'unité et au rassemblement derrière lui pour son premier discours depuis qu'il a été élu officiellement lundi. Monsieur Boakai, 78 ans, vétéran de la politique libérienne, l'a emporté avec 50,64% des voix contre 49,36% pour son adversaire George Weah, ancienne star du football et président sortant. C'est ce même esprit démocratique de George Weah que nous souhaitons et décrétons pour les candidats aux élections présidentielles du Congo démocratique du 20 décembre prochain. La campagne officielle est lancée depuis dimanche. 25 candidats briguent la magistrature suprême alors que le président sortant, Félix Tshisekedi, pas favori d'un scrutin à un seul tour, souligne Le Monde Afrique. Présidentielle en RDC, Tshisekedi confiant opposition éclatée, soupit Wakat Sera. En croix Africa News, l'unité au sein de l'opposition pour une seule candidature traîne à être une réalité, même si certains candidats ont désisté au profit de Moïse Katumbi. La CENI de son côté rassure que les élections auront bel et bien lieu malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée. Et c'est grâce aux efforts des uns et des autres que la démocratie en Afrique pourra être une réalité concrète. Et ceci n'est possible que grâce au comportement d'acquisition dont doivent faire preuve les uns et les autres et dont l'émission Éclairage du coach nous a parlé cette semaine. Le comportement d'acquisition est une attitude qui permet de toujours chercher à savoir afin de se prononcer. Il découle du non-savoir de Socrate. Il faut développer le comportement d'acquisition pour éviter de faire des erreurs. Il est valable dans le milieu médical, politique, familial et bien d'autres. De façon spécifique, tout ce qu'on gagne à avoir le comportement d'acquisition est développé dans cette émission que je vous invite à suivre sur la page YouTube Coach Pouillon officiel. On termine cette revue en vous rappelant le sommet mondial du coaching qui aura lieu à Cotonou au Bénin du 14 au 17 décembre. Pour toute information pour s'inscrire, veuillez vous rendre sur le site www.ordredecoach.com. Stop et fin de ce résumé de l'actualité africaine présenté par Jérôme Wenceslas-Kako avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio comme la Bena Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.